Voilà, on est en live. On est sur éthique pour éthiquement parlant. Aujourd'hui, on a des invités très éthiques, comme d'habitude, que je vais vous laisser vous présenter. On va parler des méthodes d'éducation positive et respectueuse avec les animaux. Et aujourd'hui, c'est évidemment ça sur les chiens, le canin. On est avec Jean qui est à Montréal. Bonjour Jean. Raphaël et Jérémy. Je vais vous laisser vous présenter dans l'ordre d'affichage. Jean, je te laisse te présenter. D'accord. Alors Jean Lessard. Jean Lessard. Jean Lessard. Je suis à Montréal, comme Maud l'a précisé. Et j'interviens depuis 25 ans peut-être auprès des chiens et différentes espèces animales. Je donc prends des consultations avec les clients pour les problèmes avec leurs chiens, mais je donne aussi beaucoup de formations en France, en Suisse, en Italie, aux États-Unis. J'entraîne des loups au Wolf Park en Indiana. On donne des formations aussi avec des poules, justement pour apprendre les façons éthiques d'intervenir. Parce qu'évidemment qu'on déconseille d'essayer de dominer un loup. Oui, et punissez une poule une fois et c'est terminé, votre relation est terminée avec elle. Ah oui, c'est rancunier. Oui, c'est rancunier. Est-ce qu'on peut appeler ça de la rancune? C'est de l'évitement, oui, en tout cas. Hein? Ouais, c'est de l'évitement. Autrement, voilà, j'ai une émission télé ici au Canada. Ce qui m'amène une belle clientèle, justement, qui veut travailler selon ce que je propose. Alors, qu'est-ce que tu proposes exactement? Tout ce travail-là avec éthique, on va en parler dans le détail D'accord. Tout à l'heure, mais les méthodes positives, respectueuses. Les méthodes positives, respectueuses, etc. On pourra reparler du terme positif dans ce cadre-là. Voilà, donc j'ai une clientèle qui veut de mes conseils. Voyez-vous ce que je veux dire? J'ai pas à convaincre personne. J'ai pas à convaincre personne. Ils veulent exactement ce que je propose. Alors ça, c'est une chance inouïe. Oui, tu as des gens qui viennent vers toi. Des gens qui viennent vers moi. J'ai pas besoin de convaincre de quoi que ce soit. Ils sont déjà convaincus. Tu sais. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien. Ils veulent simplement l'application, comprendre mieux l'application. Merci Jean-Raphaël. Je te laisse te présenter. Oui, donc Raphaël Pin, vous m'entendez correctement, c'est bon? Très bien. Raphaël Pin, je suis en Saône-et-Loire, à côté d'Autun. Pour nous, c'est beaucoup de protection animale, beaucoup de sauvetage. Là, il y a une dizaine de chiens à côté de moi. Ils ne sont pas tous bavards, mais certains le sont, vous avez pu le remarquer. Je prends moins de clients qu'à une époque parce que notre but maintenant, c'est surtout les sauvetages, comme je le disais à l'instant, et puis surtout l'étude du comportement social du chien. Pour faire taire un petit peu les idées reçues, justement, sur le comportement social, les notions de dominance, les notions de hiérarchie, ce genre de choses. Donc, je donne des conférences régulièrement sur ce sujet-là. Ça permet de donner des clés un petit peu aux professionnels du chien et même aux particuliers pour répondre effectivement à des gens qui lancent petit peu des bêtises sur Internet et qui utilisent ça à des fins éducatives, ce qui devient vraiment très très triste à l'heure actuelle, quoi. Alors toi, je sais que ça en commun avec Jérémy et Jérémy va se présenter aussi. Vous luttez tous les deux particulièrement contre les méthodes coercitives. Ouais, c'est ça. Vous expliquerez. Tu peux en dire juste un mot avant que Jérémy ne se présente? Le principe pour nous, c'est d'éviter toutes les maltraitances et ce genre de choses qu'on voit très régulièrement et qui sont tombées dans la normalité quelque part. C'est-à-dire que maintenant, le client lambda peut très bien arriver chez un professionnel du chien, voir son chien maltraité, mais comme le professionnel, la plupart de ces gens qu'on connaît très bien, ont un charisme suffisant pour se faire écouter, les clients sont convaincus qu'ils détiennent la vérité et que c'est de cette manière-là qu'il faut faire, quoi. Et c'est dramatique parce qu'il y a de véritables maltraitances sur le terrain. On en voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. En éducation, en rééducation également, c'est un vrai problème actuellement, quoi. D'accord. Merci Raphaël. Jérémy, je te laisse te présenter à ton tour.
ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour, bonsoir. Enfin, du coup, bonsoir tout le monde. Moi, c'est Jérémy Serinda. J'ai 32 ans. Ça fait 17 ans que je suis dans le milieu du chien. J'ai eu la chance de commencer et de trouver ma voie assez tôt, à l'âge de 15 ans. Donc, ça me permet d'avoir un joli bagage dans le chien en n'ayant que 32 ans. J'ai toujours aimé, en tant que passionné du chien, me former et d'aller voir d'autres choses. Donc, pendant ces 17 ans dans le chien, même si j'ai commencé par l'élevage de chiens et l'éducation canine, j'ai toujours continué à me former, à suivre des conférences, des stages, des séminaires, des choses vraiment à droite à gauche, aussi bien ailleurs, enfin je veux dire aussi bien en France qu'ailleurs. Et moi de mon côté, j'ai réussi à développer mon entreprise dans l'éducation canine, évidemment en éducation canine bienveillante et respectueuse. En utilisant des outils que je me suis appropriés de certains confrères, d'autres que j'ai remixés à ma manière, mais toujours en suivant une éthique de bienveillance, que ce soit pour le binôme homme-chien. Effectivement, que ce soit comme Jean ou comme Raphaël, je lutte contre les idées reçues, contre les a priori, contre les fausses connaissances que certaines personnes peuvent avoir dans le milieu du chien. Je prétends pas détenir la vérité, je pense que je détiens ma vérité et je me remets tous les jours en question dans mon travail, tout simplement pour le faire de la manière la plus passionnée possible et la plus bienveillante. En tout cas, que ce soit dans mon métier d'éducateur canin et d'éleveur de chiens. Voilà. D'accord. Alors, bienvenue à tous les trois. Je précise que Éthique s'est rapproché d'Hervé Pupier, qui n'a pas répondu à notre sollicitation et notre invitation. Je voulais le préciser, parce qu'on aurait pu être plusieurs et confronter les méthodes d'éducation, justement. Alors, tous les trois qui êtes chevronnés, expérimentés et passionnés, à quelles idées reçues vous vous confrontez le plus souvent? Jean, par exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une clientèle qui déjà connaît mes propos par la télévision. Alors, je suis pas confronté avec mes clients souvent à des idées reçues très dommageables, comme faut dominer son chien ou des trucs comme ça. Ma clientèle, c'est ça. Ça va être plus des petites choses comme il se venge quand on le laisse seul, parce qu'il détruit des objets, alors qu'on sait que le chien ne peut pas se venger comme tel. C'est un trouble anxieux qui vit peut-être quand ses propriétaires le laissent seul à la maison, ou simplement il s'ennuie, puis il trouve quelque chose à faire. Mais ça va être des petites idées reçues, je vous dirais, comme ça. Et même s'ils croient pas nécessairement à la dominance ou qu'ils aiment le fait de ne pas y croire, ils peuvent penser, il faut manger avant lui, non? Ils peuvent penser des petites choses comme ça qu'ils n'ont pas nécessairement reliées au concept de dominance, mais qui savent pas pourquoi. C'est une croyance qui est là depuis longtemps. Il faut passer les portes en premier, il faut manger en premier, non. Est-ce que c'est vrai que c'est mauvais s'il dort sur mon lit? Je sais, je le laisse monter sur le divan, je devrais pas. Alors, on les rassure, hein, on fait, non, vous en faites pas avec ça. Toi et vous deux, Raphaël, Jérémy, il y a des idées reçues auxquelles vous vous confrontez encore régulièrement aujourd'hui. Les mêmes aussi. C'est-à-dire, mon chien est un dominant. L'histoire du repas, effectivement, surtout manger avant son chien, parce que c'est très important, ça. Moi, je trouve que d'une manière très pratique, quand le chien a mangé avant nous, il a déjà mangé, donc il n'a plus faim, et il ne vient pas nous faire chier à table. Voilà. Oui. Je veux dire, par exemple. Non, mais je veux dire, il y a beaucoup d'idées de ce genre-là. Et la principale, moi, celle qui me pose le plus de problèmes, c'est mon chien est un dominant. Ça revient. Hein. Tous les trois, c'est un mot que vous avez employé tous les trois, le rapport dominant-dominé. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là sur ce sujet? Surtout le fait clairement qu'un chien soit dominant de manière intrinsèque. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement dominer quelque chose à un moment donné. Mais être dominant tout seul, sans référentiel, sans qu'il y ait un tiers qui l'accompagne, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est complètement insensé, cette histoire. Il suffit pour le comprendre de prendre deux chiens dominants, de les mettre ensemble. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, il y a un chien qui prend le dessus, éventuellement, comme on dit, hein, dans le jargon un petit peu coercitif. Et du coup, les deux qui étaient dominants au départ, il n'y en a plus qu'un qui reste dominant, quoi, vu que l'autre est dominé.
C'est basique, c'est basique, mais c'est très simple à comprendre comme ça, quoi. En fait, Jérémy, oui, en fait, dans mes formations aux éducateurs, Raphaël vient de dire on prend 2 chiens dominants. Je demande souvent à mes étudiants qu'est-ce qu'un chien dominant? Que fait un chien dominant? Et là, on accumule les réponses. Si j'ai 15 étudiants, j'ai peut-être 15 réponses différentes. Que fait un chien dominant? Et là, j'explique, vous voyez que le terme est galvaudé. Si on me dit il est dominant, je regrette, je ne sais pas de quoi vous parlez. Dites-moi ce qu'il fait et non pas comment il est. Voyez-vous? d'accord. Et toi, Jérémy, toi aussi, tu te confrontes à ce genre d'idées reçues régulièrement, du dominant, du dominé, faut-il dominer son chien pour être respecté ou en être aimé, ce genre d'idées reçues qu'on entend régulièrement? Moi, je vais être un petit peu entre la position de Jean et de Raphaël, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir une spécialisation dans mon travail qui est la spécialisation de travail sur la réactivité congénère et humain. Donc j'ai une part de clientèle qui vient parce qu'elle me connaît, elle connaît mon discours aussi et ne va pas me tenir ce genre de propos lors de travail parce qu'ils savent déjà chez qui ils vont et s'ils viennent chez moi, c'est qu'ils veulent un travail entre guillemets 100% Jérémy Soranda sans aucune prétention. Voilà, ils peuvent être tombés sous le charme du personnage, des propos, des choses qui ont été dites et finalement ils m'entendent tellement me dire que c'est des choses que je ne vais pas avoir écho. Le problème, c'est que les idées reçues ont la dent dure entre tous ces professionnels qui sont pas renouvelés au niveau formation, entre toutes ces émissions de télé qui vont raconter plus de conneries les unes que les autres. Excusez-moi du terme, mais bon, c'est comme ça que je l'appelle. C'est difficile, en fait, il y a cette impression de repartir à zéro à chaque fois qu'on commence avec un nouveau client et finalement de refaire le même combat parce que les idées reçues, elles sont pas entourées que sur les études, enfin que sur les méthodes de travail. Il va aussi en avoir autour de la méthode positive. Ah, il faut toujours de la friandise pour travailler son chien. Moi, je veux qu'il le fasse parce qu'il m'aime, etc. Le problème, c'est qu'en plus d'avoir des idées reçues sur comment faut travailler son chien, cette méconnaissance des méthodes positives et bienveillantes vont amener un manque d'arguments concrets et va aller aussi à son tour amener d'autres idées reçues sur une méthode bienveillante contrée difficilement par des personnes en traditionnel bien souvent qui ont peur de cette méthode parce qu'ils n'ont pas envie de se remettre en question, parce qu'ils n'ont pas envie de l'étudier et que quelque part, ils se sentent également menacés par ce changement émotionnel que la population a envie d'avoir. Et je pense que tout le monde, quand on a envie d'avoir un chien, on est dans l'esprit de vouloir avoir des souvenirs, des bons moments et que ça va dans une mouvance qui aujourd'hui parle un peu plus aux gens. Donc on va avoir des gens qui vont se dire en positif qu'ils ne le sont pas, qui vont participer avec leur maladresse parce qu'ils ne sont pas formés à amener des exercices qui sont pas cohérents avec les méthodes et c'est comme ça qu'on a encore plus d'idées reçues sur les méthodes positives également. Alors justement, comme vous l'avez signifié tous les trois, là tout le monde, les gens qui ont des chiens, qui aiment leurs chiens, sachant que les Français, alors pour le coup, ils en ont beaucoup, des animaux de compagnie, rapport nombre d'habitants, nombre d'animaux, sont noyés sous les informations, donc Internet, les télévisions, les nouveaux métiers improvisés. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une méthode d'éducation positive? Ensuite, je vous poserai la question je vous relèverai la question de notre abonné. En fait, quand on parle de méthode, qu'on soit tradit ou bisounours ou peu importe, on pige dans le même coffre à outils. Mais c'est le choix des outils qui fait la différence. Vous voyez, parce que on travaille avec ce qu'on appelle les théories de l'apprentissage, hein, Pavlov, Skinner, et d'autres. Les théories de l'apprentissage, c'est un coffre à outils dans lequel il y a plusieurs outils. Quand on est concerné, préoccupé par l'éducation bienveillante, on va avoir une hiérarchie dans l'utilisation de ces outils. Okay? Et notre critère principal, ça va être non pas l'efficacité, mais le bien-être animal. Okay? Donc, je ne cherche... Parce que la punition, soyons francs, là, c'est efficace. Quand c'est bien administré, c'est efficace. Si le chien aboie et que je lui donne un coup de bâton sur la tête assez fort, il va arrêter d'aboyer. C'est efficace, la punition. Mais est-ce que c'est notre critère principal? Ou si ça devrait pas être le bien-être animal? Ben voilà. Parce qu'on a le même coffre à outils, mais on ne choisit pas les mêmes outils.
Finalement, est-ce que l'humain a peut-être pas plus, lui, envie d'être dominant plutôt que d'avoir... ça aussi, c'est autre chose. C'est encore autre chose. Il y a Rosé Emmanuel, que j'embrasse, que je salue, qui est un fidèle d'éthique, qui pose une question. Alors ça, c'est vrai que... Et puis alors, en France, il y a eu une agression mortelle il y a pas longtemps. Et il y en a souvent. Comment expliquer que parfois, des chiens, la plupart du temps, tranquilles, s'attaquent subitement, alors lui, mais sans raison apparente, à des jeunes enfants, où on entend parler des joggers, l'agression des joggers. Enfin, comment est-ce qu'on explique ça? Comment vous pouvez l'expliquer? Pour ceux à qui c'est arrivé, pour qui c'est un traumatisme, et puis pour les propriétaires, comment on explique ça? Alors moi, si tu me permets, je voudrais juste revenir, par contre, pour compléter ce que Jean a dit. Vas-y, je t'en prie. Pour parler des méthodes positives bienveillantes, en fait, c'est surtout un travail sur le binôme. C'est-à-dire que je suis entièrement d'accord avec ce que dit Jean. Il y a une sélection des outils qui font que les éducateurs canins en méthode bienveillante vont aller utiliser des outils qui vont aller apprendre aux chiens de manière bienveillante, sans douleur physique, sans douleur émotionnelle, ne pas mettre de pression physique, ne pas mettre de pression verbale. Mais c'est un travail qui demande un investissement un peu plus grand de la part de l'humain, parce qu'on lui demande de s'impliquer émotionnellement. C'est-à-dire que c'est un travail sur binôme homme-chien. On va travailler les deux, on va faire prendre conscience à l'humain de mieux comprendre son chien, ses intentions, qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir être détenu dans les bonnes conditions, lui faire prendre conscience que peut-être ces détentions vont amener des comportements indésirables et que parfois, en changeant le comportement de l'humain pour qu'il s'implique un peu plus, on peut avoir aussi une résolution de la problématique sans forcément toujours répondre continuellement aux besoins exceptionnels de l'humain systématiquement. C'est-à-dire qu'on demande une implication supplémentaire de la part de l'humain. Pour moi, les méthodes traditionnelles, c'est un raccourci, c'est de la fainéantise pour obtenir un résultat plus rapide avec un travail qui va permettre d'aller sur un instant T ou sur des moments plus longs, inhiber le comportement du chien. Et pour moi, c'est un résultat à un prix qui n'est pas possible de mettre en place. D'accord. Si je peux me permettre, pour finir le sujet, effectivement, ce que vient de dire Jérémy est très intéressant, le côté aussi spectaculaire du traditionnel. C'est-à-dire qu'une vidéo d'un éducateur traditionnel qui s'oppose, parce que c'est le mot, il s'oppose à un chien agressif, entre autres, c'est souvent ce qui revient, quoi. Le travail est très spectaculaire. On voit un chien qui monte les dents, qui essaie d'attaquer, qui essaye, etc. Donc ça, c'est très, très vendeur. Les gens adorent ça. Une vidéo d'un vrai travail. Comment tu dis, Jérémy? Non, je dis malheureusement, le problème, c'est que la communauté, moi, je le vois très bien sur mes vidéos, il suffit que je mette une phrase où je suis énervé, où je mets des bonhommes qui sont énervés, j'ai beaucoup plus de visibilité parce que les gens attendent de voir quelque chose où il y a du conflit. C'est malheureux, mais si les vidéos en méthode traditionnelle marchent, c'est parce qu'on a un avant et un après, comme dit Raphaël, qui est très spectaculaire. En méthode positive, on est là pour travailler sur la problématique, mais le but n'étant pas de déclencher le chien. Donc, ces contrastes, on les aura pas. Et forcément, pour des gens qui cherchent de l'audimat, on passera toujours à la trappe. Oui, la violence fait le buzz, mais ça, c'est à tous les niveaux. C'est comme de ralentir devant un accident au bord de la route, quoi. Il n'y a rien à faire. Du voyeurisme pur, quoi. Et il reste une notion qu'on n'a pas abordée encore jusqu'à maintenant, c'est la notion de communication. La communication. On a le temps, on va l'aborder. Qui est l'élément essentiel de l'éducation et de la rééducation respectueuse, c'est la communication. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va communiquer au chien et qu'est-ce que lui va nous renvoyer comme indication pour nous montrer qu'on est sur la bonne voie ou sur la mauvaise voie. Mm-hmm. C'est clairement un élément primordial dans le cadre de la rééducation, et Jérémy le sait bien, c'est pas un scoop en plus. Oui, ils ont leur propre langage, évidemment. Et il y a une question de savoir ce que vous pensez de César Milan, qui fait pas mal d'émissions. Vous avez la question du monsieur d'avant, par contre. Oui, c'était pour finir sur ça, comme vous voulez, dans l'ordre que ça. Oui, la question de Rosé, parce que il y a des gens qui craignent les attaques de chiens. Donc, savoir est-ce il peut y avoir une action sans que ce soit une réaction. Comment se comporter dans ces cas-là? Comment est-ce que ça arrive? Comment ça se gère?
Comment ça D'abord, s'explique? sur ce qui est dit ici, des chiens, la plupart du temps tranquilles, s'attaquent subitement, sans raison apparente. C'est très rare, ceci. Très rare. Il y aura toujours une raison derrière, il y aura toujours des avertissements. C'est très, très rare qu'une attaque est absolument imprévisible. Okay? Il y a les antécédents éloignés, les antécédents immédiats. Il y a quelque chose qui a été un déclencheur, qui provient soit du passé de l'animal ou de la situation présente. Mais sans raison apparente, chien habituellement tranquille, qui subitement attaque, ces trois éléments-là, ensemble, c'est très rare, là, très, très rare, ça. Maintenant, pourquoi des chiens attaquent, des joggers ou des enfants? Il peut y avoir toutes sortes de raisons. Okay? Souvent, c'est de la peur, c'est de l'éloignement ou même de la protection, soit du territoire ou du propriétaire lui-même. Il peut y avoir différentes raisons. Il faut faire une analyse poussée, mais on peut pas généraliser, surtout avec ces trois qualités-là, subitement, chien tranquille et sans raison apparente. Vous voyez? Oui, ça fait beaucoup de facteurs. Ce qu'il faut se dire aussi souvent, c'est que on en demande beaucoup à nos enfants, on en demande beaucoup à nos chiens. J'estime que nos enfants sont en train de grandir pour devenir des humains et on leur demande de comprendre et d'accepter des conditions de vie avec un chien alors qu'ils ne sont pas entièrement codés pour ce que nous on attend d'eux en tant qu'humains, entre guillemets, et on leur met, entre guillemets, excusez-moi du terme, on leur met dans la gueule un chien tout de suite où il va y avoir des fois beaucoup de sollicitations. Évidemment, l'œil avisé d'un professionnel verra certains signaux de communication qui va alerter, il va dire oh là faut lui foutre la paix, etc., etc. Et puis comme dit Jean, de toute façon chaque cas est individuel et un bilan comportemental permet d'aller chercher les facteurs spécifiques des déclencheurs à cette agression. Mais comme il dit subitement, etc. Moi, je suis comme lui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je vais devoir poser un bilan pour aller chercher des notions qui me disent, OK, le chien, finalement, il avait déjà prévenu, il s'est passé ça avant, il s'est passé ça avant. Et encore une fois, avec tout ce qui se passe, avec les vidéos, les choses mignonnes ou autres qui sont intéressantes à mettre en avant sur les réseaux sociaux pour avoir des pouces bleus, des fois, on va provoquer des situations dangereuses, créer des mauvaises associations et en subir les conséquences derrière. Il y a Pascal qui demande si, si vous pouviez nous donner des précisions quant aux signaux d'apaisement. J'aime dans sa question sur la notion de signaux d'apaisement. C'est une subtilité intéressante, ça. Parce que, si vous permettez, les gars, la notion de signaux d'apaisement, elle est controversée. La notion comme telle. C'est une étude sur 20 ans quand même, pas une étude, mais plutôt un papier d'observation des comportements des chiens qu'elle a appelé les calming signals. Et là, en norvégien, je sais pas c'était quoi, en anglais, c'est devenu des calming signals qui ont été traduits en français par des signaux d'apaisement. Maintenant, la controverse, il y a une étude préliminaire, un projet pilote qui a été fait là-dessus, dit que ce ne sont pas nécessairement des signaux, ce n'est pas nécessairement une communication à l'autre. C'est simplement des fois des réflexes incontrôlés. Okay? Si le chien a une piloérection, il n'est pas en train de dire quelque chose à qui que ce soit. Il est en train, lui, de réagir à une odeur ou à ce qu'il a vu ou entendu. Mais vous voyez, c'est pas nécessairement une communication à l'autre. Alors, c'est là où l'étude s'est penchée. C'est-à-dire que sur la trentaine de signaux que Touré de Rougas a élaborés, a décrits, il y en aurait vraiment pas une trentaine qui seraient communicatifs à l'autre, qui serait simplement pour soi. Vous voyez? C'est une réponse à un stimuli, quoi. Comment? Jérémy, pour faire court. Une réponse à un stimuli, oui. Et ça peut être une communication aussi, mais pas nécessairement. Alors c'est vrai que... Vas-y, Raphaël. Ouais, moi, j'essaye de faire le distinguo entre un signal qui est envoyé de manière volontaire, c'est-à-dire consciente, et un signal qui est juste effectivement une réaction primitive, j'allais dire. Ouais. Mais qui peut donner une indication quand même à l'individu qui se trouve en face de l'état d'esprit de celui qui l'envoie, même s'il est involontaire. C'est-à-dire qu'un chien qui, effectivement, la piloérection, typiquement... les poils qui se dressent. Les poils qui se dressent. Traduit. Il y a des tas, je veux dire, la midriase, par exemple, la pupille, elle n'est pas volontaire. Hein,
la pupille qui devient noire au moment juste avant l'attaque, c'est absolument pas volontaire. En revanche, nous, ça nous donne une très bonne indication sur ce qu'on a à faire. Ouais. En fait, la distinction qu'on va faire, Raphaël, un signal, c'est une communication. Un signe, c'est un indice qu'on peut lire. Tu vois? D'accord. Et alors, en revanche, là, on est en train de... Ce que vous développez, c'est des méthodes positives, respectueuses, d'écoute, qui intègrent complètement la condition animale. Mais alors, du coup, comme on rentre dans l'émotionnel, puisque ça met en responsabilité le propriétaire, j'aime pas dire ça, enfin, le compagnon de vie qui est le maître, enfin, le maître, pareil, c'est un... Bref, je sais pas comment on dit. Comment est-ce qu'on échappe à l'anthropomorphisme, alors? Parce que il y a quand même, c'est assez fin la limite, parce qu'il y a un langage, il y a des émotions, et il y a des réactions à nos propres émotions, il y a de l'interaction entre l'homme et le chien. Donc comment est-ce que, parce que moi, par exemple, mon chat, je dis ma fille, je pense pas que c'est ma fille, je veux dire, mais c'est plus fort que nous, on dit mon garçon, comment on échappe et on respecte la condition de l'animal en permanence, en le laissant dormir sur le lit, en voulant le faire manger comme nous? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien l'anthropomorphisme? Est-ce que vous pouvez nous... Il y a différents degrés. Enfin, ça, c'est une évidence. Que je veux dire, c'est Vanessa, mon épouse, qui est directrice de refuge, et fondatrice et présidente d'une association. Tous les chiens qu'on accueille ici, elle, c'est Tata. D'accord? Si on les adopte, c'est maman. C'est ça. Mais je veux dire, ça me pose pas de problème. Moi, ça me pose pas de problème aux chiens non plus. Il y a différents degrés dans l'anthropomorphisme, mais est-ce que tous les degrés sont négatifs? Moi, je crois pas. Je crois qu'il y en a qui sont très bons. Jérémy voulait intervenir tout de suite. Ouais, mais vas-y, finis, Raph, finis. Non, juste pour finir rapidement, c'est que on a le temps, hein, prenez votre temps. Prendre un chien pour un bébé, le couver, lui empêcher de vivre des choses qui appartiennent à son espèce, ça, c'est dangereux. C'est ça. En revanche, le reste... L'habiller, le déguiser... Oui, alors là, l'empêcher de renifler, comme on le voit en promenade, ça, c'est un vrai problème des chiens en promenade, en laisse typiquement, et en particulier en ville, c'est que les chiens n'ont pas le droit de renifler. Il faut avancer, quoi. Il faut avancer. Alors que ça, c'est un élément essentiel de la vie du chien. On entend des gens qui tirent en disant « arrête de renifler ». On entend ça souvent. « Arrête de renifler ». Et un chien qui... Moi, j'ai à l'époque tenu une pension avec des chiens qui arrivaient toilettés. C'était impressionnant. Ils étaient tout propres. Et leur premier truc, c'était se rouler dans le crottin de cheval. Bah oui. Alors moi, ça me faisait plaisir parce que le toilettage, je suis pas un grand fan, mais ça, c'est mon opinion à moi. Mais ça, c'est parfaitement naturel pour un chien, mais pour les maîtres, ça n'est pas toujours. Pour le côté parasitaire, ne serait-ce que pour le côté parasitaire, à la base, le fait de se rouler dans des carcasses ou dans du crottin, c'est aussi quelque part un petit antiparasitaire. Version naturelle, qu'on soit bien d'accord. Ça fait partie des comportements, en tout cas, qui moi, m'avaient été présentés comme ça quand j'ai travaillé dans le champ. Je dis pas que ça le fait entièrement, mais c'est-à-dire qu'ils arrivent très bien à se débrouiller sans que nous, on mette forcément des choses en place qui correspondent pas. Et c'est vrai que le problème avec l'anthropomorphisme, c'est que il y a une barrière qui est assez vague sur le principe où je suis en accord avec ce que dit Raphaël, mais quand on va avoir effectivement un chien qui va aller manger un caca ou se rouler dans quelque chose et qu'on va trouver oh c'est sale, c'est ci, c'est ça, ça apporter un sentiment humain de ce que nous on n'apprécie pas, mais comme a dit Raphaël, si ça correspond à l'espèce de mettre en place ce comportement-là, il faut savoir lui laisser y aboutir pour son épanouissement en fait. Donc c'est là où est le problème. C'est pas parce que nous, en tant qu'humains, on a considéré que c'était mal que l'espèce ou la race n'en a pas besoin. Il faut savoir penser chien et pas penser humain pour pas rentrer dans l'anthropomorphisme. D'accord, ça aurait été la limite. Voilà, c'est pas parce que pour nous, se rouler dans le caca, c'est sale que c'est mal que le chien le fasse. En gros. Après, ça, c'est un exemple hasardeux. Il y en a plein d'autres des plus concrets, mais sur le moment, ils viennent jamais quand on veut les avoir. Je rejoins Raphaël aussi dans le fait qu'il y a des anthropomorphismes de bonne loi, je trouve. dans la mesure où ça fait pas mal au chien, ça nuit pas au chien, à son développement, à son activité, ben oui, pourquoi pas. Maintenant, on doit se demander, est-ce que je réponds aux besoins du chien ou est-ce que je réponds principalement aux miens?
C'est ça. OK? Si je réponds au mien, est-ce que ça correspond à ses besoins ou non? Vous voyez? La mode est à répondre aux besoins du chien avec plein de trucs pour l'enrichissement du quotidien. Mais cet enrichissement, est-ce qu'il est réellement bénéfique? Est-ce qu'il apporte réellement quelque chose de naturel? Est-ce qu'il permet à l'animal de produire des comportements naturels à l'espèce, etc., etc.? Parce que je suis pas certain que l'habiller juste pour le plaisir, c'est de l'enrichissement. Mais pour ceux qui connaissent le Québec, il y a plusieurs chiens qui sont habillés l'hiver ici, avec raison. Oui, bah ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Il y a Pascal qui demande qu'est-ce qu'on a raté quand l'étape de la morsure est actée. Quelles sont les étapes avant la morsure et une fois que le chien a mordu, qu'est-ce qu'on a raté en tant que compagnon du chien? On a raté son éducation. Tout, on a tout raté. Non, ben qu'est-ce qu'on a raté? Ça dépend du chien, ça dépend du style de morsure. Est-ce que c'est une morsure par peur? Est-ce que c'est défensif? Est-ce que c'est offensif? Est-ce que c'est de la prédation? Bon, il y a plusieurs types de morsures. Ça se répare un comportement qu'on n'a pas su gérer ou qu'on n'a pas bien appris. Ça se répare en binôme auprès de spécialistes? Ça dépend de la motivation du client. Moi, j'estime qu'on peut tout travailler un minimum. Après, le taux de résultat va aller en fonction de la motivation, de la disponibilité du client, de sa volonté à vouloir résoudre la problématique, de l'acceptation du chien à vouloir aller dans cette évolution-là, parce que on va prendre en compte l'état émotionnel du chien. Est-ce qu'il en a envie? Est-ce qu'il en a pas envie? Après, voilà, comme dit Jean, chaque cas est très individuel et c'est difficile d'apporter des conseils parce que c'est comme si j'allais au garage et je disais voilà ma voiture elle démarre pas, qu'est-ce qu'il faut que je change comme pièce? Si le garagiste il lève pas le capot, il pourra pas savoir. Nous c'est aussi notre métier de lever le capot et les bilans comportementaux qu'on va mettre en place pour aller chercher entre guillemets un petit peu dans l'intimité des gens leur vie avec leur chien, c'est pour voir où ils ont des maladresses, où ils ont eu des bons comportements au bon moment, les voir dans leur entièreté avec leurs failles, avec leurs défauts, ne pas être dans le jugement, de savoir comment ils vivent et de pouvoir se visualiser à leur place et se dire ok, peut-être qu'il y a eu ça et ça à mettre en place, peut-être que ça n'a pas été vu, peut-être. On part aussi des fois sur des hypothèses parce que des fois on va poser des questions mais on va pas avoir des réponses, donc c'est l'expérience et notre vécu qui va nous aider à nous dire peut-être qu'on peut partir sur cette piste et puis peut-être qu'on va se planter, on va venir sur une autre parce qu'on a oublié un détail. Donc c'est très compliqué de dire spécifiquement comment on doit travailler parce qu'il y a une part d'individualité qui est énorme, aussi bien dans la mise en place du travail que dans la profondeur de la problématique vécue par le chien et ressentie par ce dernier. Et ne pas avoir honte. Moi, je dis aux abonnés, pardon, je me permets, ne pas avoir honte quand on ne s'en sort pas avec son chien, de demander de l'aide à des spécialistes parce que y a des gens qui se sentent humiliés parce qu'ils s'en sortent pas et c'est le chien qui prend. Il y a des abandons derrière. C'est pas grave. On peut, voilà, il y a des gens comme vous qui sont là pour donner des pistes et qui aident et voilà. Mais à la base, notre métier, il est censé être là pour éduquer les chiens, entre guillemets, si on veut respecter la terminologie éducateur canin, on est censé être la continuité lors de l'achat d'un chien ou l'adoption d'un chien chez un éleveur dans un refuge ou ailleurs. L'éducateur canin est censé guider le client pour faire les bons gestes au bon moment. Sauf qu'en ce moment, on est en train de devenir des rééducateurs canins parce qu'ils nous appellent quand le problème est là, installé et généralisé ou banalisé depuis un certain temps. Donc du coup, finalement, notre travail, il va se transformer en rééducation canine. Je te laisse la parole, Jean. Je veux juste revenir à la question de Pascal qui demandait qu'est-ce qu'on a raté avant la morsure. On a raté des signaux subtils, okay? Des signes et des signaux subtils, et souvent pas subtils. Okay? Mais il y en a plein de subtils qui précèdent les non subtils, les moins subtils, tu vois. Raphaël parlait tout à l'heure de la médriase, hein, la dilatation de la pupille, le blanc des yeux, quelles dents il a montré, est-ce qu'il a montré toutes ses dents seulement, les dents d'en avant, les commissures des lèvres sont où, les oreilles sont où, tout le langage corporel que le chien va démontrer avant de passer à l'attaque. Il y a beaucoup de
de détails qu'on peut voir là, mais souvent on les voit pas. Le chien fige, on pense pas que c'est menaçant, alors que ce l'est. Il est en train, lui, de se poser la question, OK, qu'est-ce que je fais avec la situation? Et souvent, à cause de cette idée de dominance, il est agressif, donc il est dominant, cette espèce d'équation fausse là, qui est faite. On va le confronter tout de suite s'il présente comment je vais dire ça, si le chien présente un désaccord ou un semblant de désaccord avec ce qui se passe, on va le confronter tout de suite. On va dire non, c'est pas vrai, tu vas pas me dominer, c'est moi qui vais décider, tu décideras rien. Okay? Alors donc, même les signaux subtils, souvent on va vouloir les empêcher. Okay? Et ça, c'est un problème. Par exemple, le chien qui grogne, on va dire non, méchant, grogne pas, grogne pas. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce chien-là? Ben, il apprend à ne pas grogner dans les situations où il se sent menacé et il va passer à l'attaque sans avertissement. Mais c'est bien nous qui lui aurons enseigné, n'avertis pas, mort. Vous voyez? Alors, quand un chien grogne, là, on devrait dire merci. Merci de m'aviser que tu vas passer à l'acte si je continue à faire le con. C'est ça. Mais c'est entièrement ça. C'est entièrement ça. Et le pire, c'est que si je peux me permettre d'aller juste un petit peu plus loin, c'est-à-dire que le chien, voilà, va nous communiquer. C'est-à-dire que je vais essayer de vous faire un topo assez rapide que j'explique à mes clients, vraiment pour que vous compreniez. C'est-à-dire que j'explique aux gens que le chien vit sa vie par mode associatif, qui va mettre de sa naissance à son décès. Il va vivre sa vie par mode associatif. Il va vivre des choses qu'il va ranger dans une colonne positive. Ok, c'est des choses qu'il a vécues, qui sont clean, qui sont nickel. Il va aimer les revivre, voire il va même essayer de les recréer parce que c'est quelque chose de sympa pour lui. Et il y aura des situations qui sont propres à lui, qu'il ne va pas apprécier, qu'il va ranger dans la colonne négative. Le problème, c'est que dans la colonne négative, bah, le chien, il va tout faire pour éviter ce genre de situation. Sauf que nous, en tant qu'humains, si on se rend pas compte sur un moment, on va lui reproposer. Donc, on va proposer ces situations plusieurs fois. Le chien va nous la communiquer de différentes manières. On va pas s'en rendre compte ou on va chercher à le punir comme Jean Lessard était en train de le dire. Et derrière, on va priver cette communication. Sauf que la problématique, elle se résout pas. Et vu que les situations se répètent, il y a toujours des facteurs supplémentaires, déclencheurs qui vont venir s'ajouter à tout ça. Alors que ça serait passé une seule fois, on aurait pu régler le problème très rapidement. Mais là, ça s'est passé, admettons, une quinzaine de fois. On a susceptiblement une quinzaine de facteurs déclencheurs supplémentaires sur ces situations qui font que, au début, il grognait ou il aboyait à 1 mètre de lui. Et au définitif, à la fin, il le fait à 15-20 mètres et de manière beaucoup plus violente. Mais le problème, c'est que si la communication est arrêtée, forcément, on vient dans les réflexes de défense, le fuite, la fige, la réactivité, voilà, un petit peu comme Jean l'a dit, mais c'est que j'estime que dans certaines races, les réflexes de défense n'arrivent pas de la même manière. C'est-à-dire que moi, j'élève en tant qu'éleveur du Golden Retriever et de l'Akita américain, et ben ces deux races-là, face à une difficulté, ne vont pas réagir de la même manière. Mon Golden Retriever, je pense qu'il utilisera plus facilement la fuite et le fige dans une situation de conflit. Par contre, mon Akita américain, il va pas s'écraser. C'est un chien qui a été récupéré et retrempé avec d'autres races pour en faire un chien de chasse sur des gros gibiers ou sur des gros prédateurs. Il n'est pas censé s'écraser face à une situation où on lui tient tête. Donc l'humain, quelque part, a façonné cette réponse plus rapide par la sélection comportementale et physiologique et autres en voulant créer des races. Et aujourd'hui, elle devient un problème parce que finalement, ils vont acquérir ce chien pour de la compagnie. Ils vont pas faire attention aux situations anxiogènes. Ils vont amener indirectement leur chien vers une réponse dans les réflexes de défense. Et selon les races, ça peut commencer par la réactivité. Et là, on va crier « Oh loup, mon chien est agressif », alors que finalement, ce chien répond pour ce pourquoi on l'a conçu. Au final. Oui. Voilà ce que je merci. Par rapport à la communication dont parlait Jean à l'instant, là, effectivement, en termes de subtilité des signaux, moi, je compare très souvent ça en formation ou en conférence à une gamme, une portée avec des notes dessus. C'est-à-dire qu'on va avoir des premières notes à peine lisibles, effectivement, comme le disait Jean tout à l'heure, jusqu'à la dernière note qui est la morsure. Effectivement, au moins, on va respecter les premières notes
plus elles vont s'effacer naturellement, quoi, et appauvrir la gamme de communication de l'individu. Et c'est comme ça que j'ai récupéré des chiens en famille d'accueil à l'époque, chez moi, en famille, qui étaient plus communicants du tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus que la morsure qui existait. Même le grognement n'existait plus, quoi. Et petit à petit, contact d'autres chiens, il se reforge une communication comment dire, fonctionnelle, mais c'est très très long, quoi, pour réacquérir des réflexes et des signes qui avaient disparu. Il faut un temps infini, c'est très très long. Mais ça fonctionne. On retrouve des signes chez des chiens qui les avaient complètement perdus. On peut parler même de psychologie à ce niveau-là. Enfin, il y a des schémas, des traumatismes. Enfin, il y a des choses très ancrées et que ça prend du temps, forcément. Bien sûr. Forcément. Ça peut pas être il y a immédiat. José. Bah non, forcément. José demande si vous utilisez des sons infra ou ultra, des gestes, des attitudes pour calmer les chiens. Alors, les gestes et attitudes, oui. Les sons, moi, je n'utilise pas du tout. Mais les gestes et attitudes, effectivement, quand on a, typiquement en protection animale, quand on s'occupe d'un refuge ou d'une association, mais un refuge principalement parce que les autorités nous appellent pour aller récupérer un chien qui divague, qui semble agressif et que personne ne peut approcher, là, il y a des attitudes, effectivement, qu'on utilise pour mettre le chien en confiance, pour lui montrer notre intention entre guillemets pacifique. Donc c'est se mettre accroupi, c'est de pas forcer le regard, c'est de détourner éventuellement le regard comme ils le font eux, d'accord, pour pas forcer et lui montrer qu'on n'est pas là pour l'agresser, mais lui montrer qu'on est là bienveillant, je vais dire, quoi. Mais effectivement, ça prend du temps. Mais c'est très, très... Vanessa, mon épouse, pour en parler encore mieux que moi, parce qu'elle l'a vécu il n'y a pas si longtemps encore. Certains refuges vont sur place avec une perche et un lasso au bout. Ah, donc là, c'est un nouveau traumatisme pour le chien, quoi. Eux, ce qu'ils font dans son refuge à elle, c'est qu'ils vont sur place et ils font de la communication, quoi. De la vraie communication. Il n'y a pas de lasso, il n'y a pas de costume d'homme d'attaque, il n'y a pas de protection, il n'y a rien. Et il n'est encore jamais arrivé qu'ils ne soient pas revenus avec le chien. C'est pas arrivé encore. Et Jean et Jérémy, vous utilisez aussi vous utilisez pas de son non plus? Non, pas de son, ni infra ni ultra. Pour ce qui est des gestes et des attitudes, oui. Mais ce qui m'embête dans la question, là où je manque de détails, c'est pour calmer un chien. Ça veut dire quoi, calmer un chien? Quel type de chien? Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas calme? Ça veut dire quoi, pas calme? Vous voyez? C'est ça que j'aurais besoin de définir avant de répondre à la question. Peut-être des situations anxiogènes ou des moments stressés. C'est ça. Qu'est-ce qu'on définit comme pas calme? Vous voyez? Mais tous, vous privilégiez, en tout cas, la communication et les gestes et les attitudes plutôt que, on va dire, les gadgets. Ça dépend des situations. Par exemple, moi, si je prends l'exemple de l'élevage de chiens, mes femelles qui sont gestantes vont avoir des musiques relaxantes pour la détente. Il y aura des massages qui vont être proposés. Il y a des attentions qui sont mises en place. Par exemple, pour des chiots qui vont partir dans les nouvelles familles, il y a des objets transitionnels avec l'odeur spécifique de la maman qui est répétée pour avoir une bonne odeur au niveau des mamelles, pour créer quelque chose de rassurant. Après, moi, je communique beaucoup en non-verbal avec mes chiens, donc c'est essentiellement des gestes et des attitudes qu'on va mettre en place pour rassurer. Mais quand la situation permet, ça m'est arrivé de gérer des situations en calmant une situation. Mais ouais, comme dit Jean, après, ça dépend calmer quoi, de quelle situation. Mais si on va plus loin dans différents panels, ça m'est arrivé en élevage de calmer des situations avec des musiques relaxantes ou avec des massages ou avec des odeurs. Mais voilà, tout dépend de la problématique, du taux de la problématique et de où on la rencontre. Parce que mettre une musique relaxante, proposer un massage en plein milieu du trottoir parce que il est pas calme pour X ou Y raison, c'est pas possible à ce moment-là. Donc il y a quelque chose aussi qui est très contextuel. Oui, il faut être très précis parce que vraiment les situations méritent d'être précis, les races méritent d'être précisées, la génétique, l'environnement, enfin, tout ça, c'est difficile de répondre globalement, mais bon, ça donne des pistes quand même. Quelles sont les obligations légales que les maîtres doivent respecter aussi bien au Québec qu'en France? Voulez-vous que je réponde rapidement? Aucune. Ah bah oui, aucune. Voilà, bon, aucune.
C'est réglé. Mais est-ce que vous qui êtes depuis, alors chevronnés depuis maintenant plus de 10 ans chacun, vous considérez que vous travaillez plus à réparer des erreurs commises qu'à donner l'impulsion des premiers gestes, ou est-ce qu'il y a de la casse quand même dans l'éducation canine? Ouais. Alors, moi, réponse rapide, je répare à plus de 99% des cas. D'accord. D'accord. Jean, pareil? Même chose. Raphaël aussi? Nous, les clients qu'on voit, effectivement, c'est souvent dramatique, quoi. Ça va très très loin. Mais moi, je rajoute en plus les chiens qu'on récupère nous, c'est-à-dire des chiens abandonnés, ce genre de choses. Là, il y en a une dizaine vers moi. Là, hein. On les entend pas trop pour l'instant, là, mais les chiens qu'on récupère, ouais, on voit qu'il y a une casse qui est terrible, quoi. C'est-à-dire que c'est où de la peur, c'est où effectivement de l'agressivité, de la réactivité, enfin, c'est des défauts de communication. Des tas de choses, quoi, des tas de choses, mais il y a de la casse, ouais. Alors ça, c'est forcément en réaction, je pense, à une erreur d'appréciation sur ce que ça représente d'acquérir un chien. Finalement, parce qu'entre le désir d'avoir un chien et ce que ça implique au quotidien et ce que ça réclame de soi, je pense que parfois il y a des gens qui ne se rendent pas bien compte, c'est qu'il y a une rupture qui se crée, qui génère de l'abandon et il y a des tas de cas différents. Il y a des tas de cas différents. Il y a effectivement les gens qui décèdent de vieillesse ou de maladie, etc. Donc le chien se trouve tout seul. Et effectivement, il y a à la fois des gros défauts de casting, c'est-à-dire des chiens qui ne correspondent pas du tout, d'après leur race, leur comportement, leur caractère, à l'environnement qu'il leur est proposé. Et ça, effectivement, c'est un vrai problème et c'est ce qui motive très régulièrement l'abandon. Ouais. Et la mode, hein, parce que il y a la lanceuse d'alerte sur les salons, les foires à chiens, etc., qui nous avait alerté là-dessus. Qui disait attention, il y a des chiens et des modes de chiens. Et alors quand le chien n'est plus à la mode, ça aussi, ça existe. Alors ça, c'est encore un autre. On a eu le border collie il y a quelques. Attention, il y en a un à côté de moi. Là, juste assis là. Rien contre, j'en ai un aussi, mais qui est un chien très très particulier. On le sait tous. Hein. Il y a eu bien plus vieux encore, ça. Il y a eu le Doberman, il y a eu des chiens de ce genre. Le berger australien, le chihuahua. Et puis maintenant, l'Akita Inu. Aussi. Et elle me disait le malinois. C'était terrible. C'est le problème actuel. On en voit de partout. Ouais. C'est en ce moment ce qu'elle disait. Vanessa l'a récupéré encore il y a 2 jours. Donc voilà. Et ça, c'est des chiens très particuliers en plus. Alors. Très particuliers, oui, on peut le dire. Ouais. Le problème, c'est que les gens choisissent beaucoup des chiens par rapport à ce qui leur plaît visuellement et pas par rapport à ce qu'ils vont pouvoir apporter et répondre en besoin. Posséder un Jack Russell, c'est vivre en mode Jack Russell. Moi, je peux pas. Posséder un Landseer, c'est vivre sa vie en mode Landseer. Posséder un pharaon, c'est vivre sa vie avec un pharaon. Enfin, c'est vivre au pharaon. C'est-à-dire que peu importe le choix de la race qu'on fait, il faut en être sûr par rapport à ce qu'on peut apporter et pas par rapport à ce qui nous plaît visuellement. Moi, personnellement, à l'élevage, c'est pas mes clients qui choisissent leur chiot. Mon premier critère de sélection, c'est le comportement. Je vais sélectionner les comportements qui correspondent aux clients que j'ai en face de moi, si ça correspond. Et si ça correspond pas, ils repartent sans chiot. La mode ici au Québec, c'est beaucoup les designer dogs. Est-ce que vous employez cette expression-là? Designer dogs, c'est les croisés, les golden doodle, les labradoodle, les bernie doodle, ok? Alors, du golden doodle et du labradoodle, j'en ai à la pelletée. Tellement que quand je demande c'est quoi la race de votre chien et qu'on me dit c'est un golden doodle, je réponds à la blague, pas un autre. Parce qu'il y en a tellement et il y a des problèmes je veux pas faire de diagnostic, mais permettez-moi l'expression, il y a des problèmes d'hyperactivité. J'en fais pas un diagnostic vétérinaire, là, mais le chien est trop actif, il y a trop d'énergie à dépenser, puis il fait n'importe quoi, puis on l'empêche de faire ci, on l'empêche de faire ça, ben il va trouver autre chose, et c'est sans fin, tu vois. Forcément. Et en France, il y a beaucoup de modes. Il y a une grande mode de sarlos. Enfin, il y a beaucoup de gens qui voulaient avoir des loups. Là, ça a été un carnage. Françoise demande si vous pouvez nous parler de la détresse acquise.
On peut en parler, oui. Détresse acquise, ben, tu vois, je vais revenir sur quelque chose que vous nous avez demandé tout à l'heure. Détresse acquise ou impuissance apprise, c'est learned helplessness. César Milan, dont vous nous avez parlé tout à l'heure, a fait beaucoup ça, c'est-à-dire que de plaquer un chien au sol, ce qu'on appelle le décubitus latéral, vouloir le dominer en l'écrasant au sol, c'est ce qu'on cherche à obtenir, la détresse acquise, c'est-à-dire l'abandon du chien. Okay? Et quand on voit que le chien n'abandonne pas, qu'il se défend, on fait « Oh, il est dominant ». Il est peut-être pas dominant, il est peut-être dans la peur absolue, la panique totale. Alors, ce qu'on veut, c'est que le chien abandonne. Les études qui ont été faites là-dessus, c'est on a mis des chiens dans des boîtes avec des planchers électrocutants et on a électrocuté les chiens jusqu'à ce qu'ils cessent de vouloir sauter de la boîte. Donc, qui abandonnent et qui endurent la douleur. C'est ça la détresse acquise ou l'impuissance acquise. Alors, quand on force un animal à abandonner son projet de rétorque, c'est ce qu'on cherche à produire. Et c'est un état psychologique, comme le mot le dit, de détresse. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? On se bat contre ça, quoi. Clairement, c'est ce contre quoi on se bat du 1er janvier au 31 décembre. C'est intolérable. C'est intolérable. Moi, c'est dommage que... C'est un sujet qui m'agace profondément parce que... Ça se voit. Tu te tortilles. On le voit très régulièrement en vidéo. Je pense à la même chose, là. On le voit très régulièrement en vidéo avec des gens qui se prétendent, mais Dieu du chien, quoi, je veux dire. C'est pas autre chose. Ils se présentent comme tels, d'ailleurs. Ils n'ont aucun scrupule à se présenter comme tels. Et tout ce qu'on voit sur ces vidéos, en fait, c'est des chiens qui abandonnent, qui se résignent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication, il n'y a aucun feedback dans la communication, c'est-à-dire que eux sont les seuls communicants. Ils communiquent avec une laisse, régulièrement avec 2 laisses, sûrement certains le font avec plus encore. Hein. Les chiens sont attachés, ils n'ont aucun choix, ils ne peuvent ni fuir, ni communiquer correctement parce qu'ils sont loin d'être libres. Et à partir de là, si la séance dure suffisamment longtemps, mais croyez-moi, il ne faut pas si longtemps que ça pour qu'un chien se résigne, le chien s'arrête, ne dit plus rien, ne regarde plus et ne bouge plus. Et on appelle ça un résultat chez ces gens. Un résultat? Oui, c'est un résultat, parce que le comportement du chien a disparu. Donc c'est un résultat. Mais c'est un mensonge. C'est un assassinat. Enfin, le problème, c'est que c'est extrêmement dangereux, parce que le problème, c'est que ces outils-là, quelque part, aux yeux de certaines personnes, comme dit Raphaël, vont marcher. C'est un semblant de résultat. Mais mis entre les mains quelqu'un qui ne gère pas ce contrôle de détresse acquise, c'est une bombe à retardement qui peut se retourner contre lui. Bah ouais, s'il va dégoupiller. De se dire dans l'action, avec cet individu, ça ne passe pas pareil, je vais tenter de répondre. Et là, on va avoir des morsures, on va avoir des conséquences. C'est le chien qui va payer les pots cassés parce que c'est lui qu'on va juger, c'est lui qu'on va analyser, c'est lui qu'on va euthanasier. Alors que ça a été un comportement provoqué, abusé et continu de la part de l'humain pour aller à ce résultat, comme disait Jean et comme disait Raphaël. On aboutit à ce comportement. Et moi, je vais même plus loin que ça. Il n'y a pas besoin de connaissances pour le faire. Il n'y a besoin que d'incompétences pour travailler comme ça. Clairement, mon neveu de 8 ans peut le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir de compétences pour aller dans la détresse acquise. Et je vais détendre mes mots, sinon je vais aller trop loin. Mais je pense qu'il faut être quand même sacrément dégénéré. Ouais, pour aboutir à ce genre de comportement et se prétendre éducateur canin alors qu'on flingue l'émotionnel d'un chien et qu'on en crée, en plus, dans certains cas, des bombes à retardement. Ouais, mais c'est aussi une question de croyance. Hein. C'est cette fameuse croyance où je dois dominer l'animal. Si par hasard je rencontre des gens qui pensent devoir être le mâle alpha, jouer au mâle alpha avec l'animal, je les invite à venir entraîner les loups avec moi au Wolf Park, à entrer dans l'enclos et à jouer les mâles alpha. Je leur dis simplement qu'ils ne reviendront pas. Mais ils l'auront essayé. Ils ne reviendront pas, mais ils l'auront essayé. Il y a Brigitte qui demande, qui témoigne. Elle a eu un berger allemand qui s'est laissé mourir de faim suite au décès de sa mère adoptive, qui était un collet. Et comment est-ce qu'elle explique
comment est-ce que vous l'expliquez, alors psychologiquement, physiologiquement ou autrement? Alors, l'expliquer, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas dans la tête des chiens, hein, contrairement à ce que certains prétendent. Mais est-ce que c'est courant? Je veux dire, est-ce que ça s'explique? Non, mais moi qui vis avec des groupes de chiens conséquents, c'est-à-dire depuis que j'ai commencé, entre 9 et 15-16 chiens qui vivent avec nous dans la maison, j'entends, hein, pas en chenil, etc. Hein. Donc, en groupe, ce qu'on a remarqué, mais de manière très très fréquente, c'est que la disparition d'un élément, d'un individu du groupe, tout le monde le prend pas de la même manière. Parfois même des chiens le prennent d'une manière beaucoup plus, comment dire, violente, alors qu'ils n'étaient pas forcément des chiens proches de celui qui est parti, quoi. C'est très curieux. C'est-à-dire qu'on se rend compte de certaines affinités ou de certains rapports entre les chiens à leur disparition. C'est assez curieux. On l'a vécu il n'y a pas si longtemps. Une chienne qui était avec Vanessa depuis plus de 10 ans, je crois, nous a quittés. Et c'est une chienne qui était pourtant pas harcelée, mais une autre chienne, une petite Jack, avait tendance à l'emmerder régulièrement quand même, quoi. Bah, les Jack, quoi. mais que avec elle. Et quand cette chienne est partie, la petite Jack s'est trouvée malheureuse comme une fille pendant plusieurs semaines, quoi. Donc nous, heureusement, on a plusieurs chiens, donc ça crée une espèce de dynamique quand même. Oui, là, le fait qu'elles aient été peut-être que toutes les deux, et peut-être qu'elles avaient développé un lien, elle disait sa mère adoptive, donc elle devait avoir un lien... C'est bien plus compliqué. C'est bien plus compliqué. Il n'y a que deux chiens, il y en a plusieurs. C'est ça. Et on doit dire effectivement peut-être que. Je me souviens pas avoir lu d'études là-dessus, mais oui, on constate souvent des états dépressifs après la mort d'un compagnon. Moi, je me souviens pas avoir lu d'études sur la fréquence, l'intensité. Le deuil, le deuil du chien. Ouais. Le deuil entre congénères, le deuil intraspécifique. Là. Je me souviens pas avoir lu d'études là-dessus. Je sais pas, Jérémy, ça vous tombé sur... Ça vous surprend pas plus que ça, je veux dire, son expérience. Mais non, dans toutes les espèces à peu près, hein, ça existe. Elle pose une autre question. Pouvez-vous nous dire pourquoi les petits chiens aboient plus que les autres? Ah ouais, bah ça, j'aimerais bien savoir, moi. C'est les dominants, c'est pour ça. Alors, personnellement, je ne constate pas que les petits chiens aboient plus que les grands. Ah bah moi aussi. Par contre, ce que je constate, c'est que les gens bossent moins les petits chiens que les grands chiens. C'est moins dangereux un petit chien, c'est plus petit, c'est plus mignon. S'il y a un risque, ça fait moins mal. Moi, de mon côté, je constate que les gens qui ont des petits chiens les bossent moins que les grands, mais je ne constate pas forcément que les petites races aboient plus que les grands. Oui, effectivement, je suis d'accord avec Jérémy. C'est vraiment une question de considération. On considère le petit chien différent du chien, tu vois. Peut-être que celui-là, on le surprotège plus. Peut-être que celui-là, on le pomponne, on le chouchoute plus. Je sais pas, peut-être. Est-ce que ça fait qu'il aboie plus? Je sais pas, peut-être. OK, encore là, ça nous prend des études pour affirmer des choses semblables. OK? D'accord. Il y a peut-être un vécu aussi. Hein. Il y a peut-être un vécu et puis on va pas se leurrer quand même des chiens comme des York, des Pinscher, etc. Ah mais le chihuahua, ça crie, je veux dire. Attire une entre guillemets une clientèle qui est pas la même que les gens qui vont aller chercher un border ou un australien ou un berger allemand, etc. quoi. Mais moi j'ai un exemple qui était frappant, c'est que à l'époque j'avais une connaissance qui avait 2 chiens. Elle avait un Leonberg qui faisait environ 70 kilos et puis un petit York qui devait faire à peu près 3 kilos, 4 kilos quoi. Mais elle se comportait rigoureusement de la même manière avec ces 2 chiens. Et ces 2 chiens avaient rigoureusement le même comportement. C'est-à-dire qu'ils étaient calmes tous les deux, ils n'aboyaient pas tous les deux, enfin, etc. quoi. Donc, il suffit d'être traité comme n'importe quel chien, et à partir de là, ça fonctionne très bien. Quoi. D'accord. Et j'ai une question. Alors ça a été posé à la lanceuse d'alerte aussi, parce qu'elle était plus sur la maltraitance. Ça n'empêche que comment on doit agir en tant que nous, le citoyen lambda? On n'est pas des spécialistes, on n'a pas de refuge, quand on fait face, ou quand on a affaire, ou qu'on a connaissance qu'un chien est maltraité par... ça peut être dans la rue, ça peut être notre voisin, ça peut être... Je sais pas. Quelle est la démarche la plus citoyenne, la plus éthique, la plus rapide, la plus efficace à faire dans ces moments-là? Contacter un refuge, c'est les seuls qui ont un minimum de
de poids dans ce genre d'histoire, quoi. Refuge ou association, mais Une asso. Ouais. il reste quand même. Ils ont peu de moyens, quoi. Très peu de moyens. Une association ou une SPA peut pas rentrer chez vous prendre votre chien. Ça n'existe pas, je veux dire. Hein. C'est forcément décidé par des autorités. C'est pas. Et même là, ici aussi, ça prend des preuves. On a une ligne téléphonique, nous, pour la maltraitance animale, ce qui est très bien avec le ministère, le MAPAC, je sais pas c'est quoi. On a donc cette ligne où on peut appeler, mais ils peuvent rien faire s'ils n'ont pas de preuves. Bien sûr. Et puis, comme Raphaël dit, ils peuvent pas se rendre saisir le chien. Là. Et même avec des preuves, c'est très compliqué. Et même là, oui. Il y a pas mal de lois qui ne sont pas appliquées. Donc, on doit parler de cas de maltraitance vraiment troublants, là. C'est pas une petite tape ou un petit coup de collier qu'on va dénoncer. Il se passera absolument rien. Mais je comprends, mais c'est vrai que c'est pas évident quand on est face à une maltraitance animale, on se sent impuissant. C'est exactement pour cette raison qu'il y a encore beaucoup d'éducateurs qui travaillent avec des méthodes très très violentes. On en a vu encore il y a très peu de temps là, en vidéo, une vidéo qui est sortie il y a pas très longtemps, quelques jours, quelques semaines. Là. On voit une violence qui est absolument terrible sur des chiens, a priori en rééducation, mais à mon avis, c'est des chiens qui n'ont rien en plus, quoi, qui n'ont pas de soucis. Et même ces gens-là, on ne peut pas les toucher. C'est-à-dire que la maltraitance est d'une clarté, d'une limpidité absolue, et on ne peut rien faire. On peut rien faire. Il n'y a pas de loi derrière qui empêche ça. Le seul qui a été condamné, je crois que c'est un éducateur du Nord qui a tué un chien en le pendant à une branche d'arbre. Il y a 12 ans, je crois. C'est le seul qui a eu une condamnation, je crois. Alors, il y a une très longue question de Solène, à mon avis, elle doit s'appeler. Elle dit qu'elle voit de plus en plus d'éducateurs qui se disent être positifs, qui n'utilisent pas de collier étrangleur, ni de violence physique, mais qui mettent les chiens en immersion. Par exemple, un chien réactif. Ils vont rester à côté jusqu'à ce qu'il cesse de réagir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? En fait, la question, c'est que pensez-vous de ces éducateurs? Et je ne vais pas répondre à ça, je vais répondre à que pensez-vous de la méthode, l'immersion. Ne vous auto-censurez pas, hein. Vous avez la parole libre. Oui, mais c'est surtout la méthode qui est déficiente ici. L'immersion, c'est pas de la violence physique, mais mentale. Bien sûr. Oui. Hein? C'est à proscrire l'immersion. J'ai vu récemment à la télé un chien qui voulait pas aller à l'eau, être forcé d'aller à l'eau. Mais c'est d'un con. D'abord, pourquoi l'amener à l'eau? Pourquoi vouloir à tout prix qu'il aille à l'eau, ce chien-là, s'il n'aime pas l'eau? Tu sais? Puis je vous parle d'un exemple relativement banal, hein, aller à l'eau. C'est pire quand des chiens sont vraiment craintifs d'une situation et qu'on les force à confronter la situation. Non, c'est pas. Je ne recommande absolument pas l'immersion. Non, et ça rejoint en plus un phénomène actuel qui est dramatique également. C'est le fameux chien régulateur. Donc ça, c'est quelque chose qui me sort par les yeux aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ben en fait, c'est des petits malins qui s'amusent à expliquer que leur chien, il est tellement communicant, il est tellement bon, il a tellement de métier qu'il peut régler les problèmes d'autres chiens. Donc sur le principe, on voit ce que ça représente, quoi. C'est-à-dire qu'on voit des chiens se faire cartonner par d'autres chiens. Donc là, c'est encore plus que de l'immersion, c'est carrément de la violence physique, quoi. Mais de toute façon, il y a une violence psychologique qui est énorme derrière. Et les chiens travaillent à leur place, c'est-à-dire que c'est du coercitif, c'est de l'éducation violente par procuration. C'est-à-dire plutôt que le faire eux, ils gardent les mains propres et leur chien s'en occupe. Mais c'est dramatique. En fait, donc l'immersion ne fait pas partie des méthodes positives, donc c'est schizophrène quand vous voyez les deux mots côte à côte, c'est pas bon. C'est pas bon. Virginie demande ce que vous pensez de l'idée, parce que c'est dans l'air du temps, de déclarer obligatoirement si nous sommes détenteurs d'un animal afin de lutter contre les abandons. Mais c'est la loi, ça. Oui, c'est déjà la loi, mais comme elle n'est pas appliquée. L'identification. Il faudrait des gens pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit applicable. Le problème du monde du chien, c'est qu'on a des lois, mais on n'a personne pour les appliquer. Mais c'est ça. Donc il y a quand même des lois, mais et encore l'abandon, c'est une amende. Hein. C'est quand même une tape sur les doigts, quoi. Non, puis la plupart du temps, il n'y a même pas d'amende, quoi. C'est-à-dire que les gens vont au refuge, ils payent éventuellement au refuge ou une assoce, hein, éventuellement, une participation aux frais, puisque souvent il faudra stériliser les chiens, comme dans toutes les assos et tous les refuges.
peut-être lui faire ses rappels de vaccin, le nourrir, etc., quoi. Donc, le temps de l'adoption, donc une participation aux frais, mais la plupart du temps, il n'y a pas d'amende, quoi. C'est pas... Ça, c'est un pourcentage très, très faible des abandons. D'accord. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des choses? Ça fait déjà plus d'1 heure qu'on discute. Est-ce qu'il y a des méthodes que vous voulez dénoncer en particulier, des choses des coups de gueule Oui, je vois un commentaire de Sandra là qui est très intéressant. Elle dit oh, on n'aura pas la question sur le cracheur. Voilà, bah si, la question arrive plus clairement là. Donc là, on a un phénomène de foire, hein, clairement, quoi. Qui a prétendu avoir inventé une méthode de communication salivaire. Donc lui, il utilise sa salive pour apaiser les chiens, pour régler leurs problèmes, etc. Donc non seulement c'est une méthode qu'il n'a pas inventée lui, parce qu'elle existe depuis les années 60-70, peut-être même avant d'ailleurs. On en retrouve encore des références sur Internet sans problème. Mais en plus, ça n'a aucun sens, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire utiliser sa salive. Clairement, il crache dans la gueule des chiens, quoi. Et les problèmes. Entre êtres humains, ça s'appelle une voie de fait. Ouais, c'est inepte. C'est inepte, ça n'a aucun sens, quoi, je veux dire. Donc non, c'est pas une méthode. Bah, le truc, c'est que si ça marcherait vraiment, il n'aurait pas besoin de mettre en place des exercices pour compléter son travail. Il aurait juste à cracher dans la bouche du chien, puis il a résolu la problématique. Le problème, c'est qu'il va nous faire croire que ce côté salivaire va amener une révélation d'identité et que lui va s'imposer par son identité à lui, calmer le chien et régler le problème. Sauf que je veux dire, c'est pas comme ça qu'on règle un problème de chien, sinon ça se saurait, quoi. Je veux dire, oui, ça se saurait vraiment, quoi. Alors si moi j'avais une question, pardon, actualité. Alors moi, journaliste, actualité. On a été confinés. Donc les gens ont été chez eux 24 heures sur 24 avec leurs enfants. Donc des chiens qui n'étaient plus habitués à ce rythme-là et à ce facteur présentiel-là. Désormais, certains ont repris le travail, pas tous malheureusement, pour ceux qui en ont encore. Comment est-ce que on prépare le chien, on compense le chien, comment on explique au chien ces cassures de rythme? Parce qu'on connaît, on sait à quel point le chien a besoin de rituels, d'habitude. Comment est-ce on réussit à faire bien vivre aussi ce contexte actuel un petit peu anxiogène aussi? Les gens sont énervés, anxieux à la maison. Est-ce que vous avez des conseils à donner? D'abord, juste préciser que c'est pas tous les chiens qui ont tant besoin de rituels et d'habitudes. Il y a des chiens qui s'adaptent très bien à nos changements de rythme. Okay? Donc, c'est pas ce que je veux dire, c'est pas général. Dans une étude récente, un sondage récent que j'ai fait, j'ai eu 148 répondants. Les vieux chiens semblent pas avoir eu de problème. Ce sont les plus jeunes, les chiens âgés de moins de 4-5 ans, qui ont tout à coup développé appelons ça des comportements indésirables, comme de la réactivité, des trucs semblables, ou des problèmes avec la solitude. Okay? Donc, surtout chez les plus jeunes. Et si on parle d'encore plus jeunes, ben là, on les appelle les chiens de la COVID, c'est qu'ils n'ont pas eu de socialisation. Ils n'ont pas eu de socialisation. Alors là, on va avoir, et ça commence, on va avoir tous ces chiens qui ont des craintes, de la réactivité, parce qu'ils ont raté carrément leur période de socialisation. Juste pour le mentionner, la socialisation, c'est jusqu'à vers 16, 17, 18 semaines d'âge. C'est une fenêtre qui se referme, la socialisation. Si on l'a raté, on l'a raté. C'est raté, quoi. D'accord. Donc, il y a quand même, du travail à faire. Il faut se rapprocher des éducateurs et des éducateurs de méthodes positives. Donc, pas d'immersion, pas de crachat, pas de tout ça. Voilà. Ouais. Vous estimez que, alors, Jean, d'abord au Québec, les méthodes positives et le bien-être animal, ça représente quel pourcentage d'éducateurs maintenant au Québec, je vous dirais, d'abord ceux qu'on appelle les tradis, là, normalement ils ont des centres.
Okay? Des centres canins qu'ils appellent, où il y a plusieurs chiens qui viennent pour des cours collectifs, des cours en groupe. Et les positifs, généralement, sont plus solitaires. Ils n'ont pas de locaux nécessairement, ils n'ont pas de terrain. C'est plus la consultation à domicile. Je vous dirais, bon, la proportion, je sais pas. Mais je suis persuadé, et je suis président du regroupement des intervenants en comportement canin du Québec, je suis persuadé qu'avec notre centaine de membres, on est plus nombreux que les soi-disant tradis. Je suis persuadé. Donc le bien l'emporte, le positif l'emporte. Et en France, vous diriez quoi, Jérémy Raphaël? Je le sens pas trop, moi. Ouais, bon. Moi, je peux avoir des chiffres parce que on a créé avec Sandra, ma chérie, et des confrères éducateurs canins, un référencement qui s'appelle la Team Capdog, qui est une page française dédiée. On va vous mettre le lien du coup. Ça s'appelle comment, tu me dis? La Team Capdog. Team Capdog. Ça se trouve sur Internet? Voilà, ça se trouve sur Facebook. C'est juste une page Facebook qui est gérée par moi et 8 autres éducateurs canins français. Et en fait, on met en avant sur cette page des publications pour parler de certains thèmes. On met des événements en avant, des personnes qui sont référencées. C'est-à-dire qu'on a créé une carte qui est plus que française parce qu'on a référencé en fait par entretien téléphonique de minimum une demi-heure plus de 380 éducateurs canins en méthode positive et bienveillante en France, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, une partie au Canada dont Jean en fait partie, et une petite partie vite fait aux USA grâce aux interventions de Claudine Prudhomme qui permet entre guillemets de pouvoir faire des consultations aux États-Unis. Et sans se jeter de laurier ou quoi que ce soit, on fait partie des référencements les plus complets en termes de nombre d'éducateurs canins référencés. Après, là où je suis content, c'est qu'il existe d'autres cartes de référencement où il y a certains de ces éducateurs canins qui en font partie. Donc, plus il y aura de cartes entre guillemets. Mais du coup, le fait d'avoir cette page Facebook nous permet de gérer par mois à peu près entre 200 et 230 demandes de recherche d'éducateurs canins qu'on redirige dans notre carte de référencement en fonction de leurs problématiques et des compétences de chaque éducateur canin référencé. Donc il y a une démarche. Un premier travail. Il y a quand même une démarche de la part des gens quand même. Quelles problématiques ils rencontrent, à quel niveau, où ils se situent. Nous, on regarde sur notre carte les différentes distances des éducateurs canins. On fournit toute la liste qu'ils ont besoin sur leur proximité. C'est eux qui choisissent celui qu'ils ont envie de sélectionner. Soit ils les appellent tous, ou soit ils en appellent quelques-uns, mais on donne toutes les infos. Et après, on demande, nous, un retour des clients de l'éducateur canin, parce qu'on a beau faire un entretien téléphonique de plus d'une demi-heure, on a beau leur demander des diplômes, des preuves, parce qu'on fait remplir un dossier, on a toujours des petits malins qui se glissent au milieu de tout ça. Mais je vous rassure, ça correspond à moins de 0,75% de retour négatif sur les sondages de ce qu'on fait. Et à chaque fois qu'ils sont repérés, ils sont repérés généralement en moins d'une semaine, ils sont aussitôt retirés du référencement et ils font plus partie des éducateurs canins qu'on conseille. Et ça a dû nous arriver en 4 ans d'existence, peut-être 5 fois. Oui, il y a toujours des loupés au début. En même temps, si on se rencontre pas, on sait pas qui va pas, quoi. Voilà. Et je pense c'est plutôt positif. Le positif est en train de prendre le dessus. Et au-delà des chiffres, ce qui nous fait penser ça, je pense que ça sera le cas aussi de Raphaël. Après, je parle pas pour lui, mais c'est qu'on voit s'affoler tout autour de nous des éducateurs canins traditionnels qui ne nous calculaient pas et qui se mettent à nous calculer et à faire des vagues autour de nous parce que je pense qu'ils ne sont pas rassurés de ce qui est en train de se passer. Ils se sentent menacés au lieu d'accueillir votre savoir-faire? Non, mais c'est tellement évident. Ce qui est évident de toute manière, c'est que l'éducateur canin traditionnel, actuellement, lisse son image. Des tas de vidéos ont été supprimées en fait, de YouTube, de Facebook, et le discours est lissé pour correspondre… Pour ressembler au nôtre. Ouais, c'est d'accord. Ça. Donc c'est plutôt bon signe, ça fait bonne presse, non? C'est bien. Et j'ai envie de rajouter que
ça correspond également à la liberté d'échange qu'on a ce soir, parce que le seul invité qui n'est pas présent est celui qui aurait pu donner une autre version des choses. Hervé Pupier, ouais, n'a pas répondu. Je l'ai contacté, il m'a pas répondu. D'ailleurs, ça aurait été intéressant de faire un contradictoire. Ça aurait été intéressant de faire un contradictoire. Bon, j'aurais fait l'arbitre, c'était intéressant. Mais bon, ils doivent avoir leur raison. Moi, j'ai du mal à comprendre que le bien-être animal ne prime pas dans le rapport à son environnement et à son compagnon, mais ils doivent avoir leur raison. Mais bon, tant mieux que vous ayez été là. Et est-ce que vous avez un dernier mot à faire passer, à encourager les gens vers quelque chose de positif, parce que dans l'air du temps en ce moment, c'est un peu plombé déjà. Un petit peu. Pour conclure, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure? Pour conclure, je sèche un peu, c'est-à-dire en mot de conclusion, qu'est-ce que tu attends par rapport à l'éducation canine, par rapport à un mot plus général? Ce que vous voulez, c'est un lieu d'expression libre. Alors moi, ce que j'aurais envie de dire éventuellement, c'est qu'aujourd'hui, l'éducation canine, c'est un métier qui a des connaissances à avoir, qu'on ne s'improvise pas éducateur canin, que malgré le fait d'éducateur canin, on est humain, que par moment on peut se planter, qu'on peut se faire avoir. Nous aussi, on tombe malade, nous aussi, on est fatigué, mais il faut savoir faire appel à un éducateur canin maintenant, un petit peu avant d'avoir des problèmes, prendre conscience que l'éducateur canin fait partie de la continuité de la détention d'un chien, et s'il veut éviter d'avoir des grosses problématiques, ce qui serait intéressant, c'est de faire appel à nos services en amont pour qu'on puisse les guider, les driver, pour que ça se passe bien et limiter la casse dans certaines situations, parce que malheureusement, c'est toujours les mêmes qui abandonnent et c'est toujours les mêmes qui sauvent. Et encore une fois, comme je disais, c'est très fatigant d'être dans le sauvetage. Émotionnellement, c'est prenant, physiquement, c'est prenant, et qu'à un moment donné, cette cape de super-héros, si on l'enlève pas, nous aussi, on peut en souffrir. Voilà. Donc, si tout le monde met de la bonne volonté, on arrivera à aller dans le bon sens, et surtout pour le chien. Bon, aimons aussi nos éleveurs, alors. Parce qu'il y a écrit aimons nos animaux, mais aimons aussi nos éducateurs positifs et respectueux. Ouais, continuez à être bienveillant avec vos chiens. Ouais. Effectivement, en cette période folle, ben oui, collez-vous, caressez-le, permettez-vous des anthropomorphismes de bon aloi. Moi, tout à l'heure, je vais chercher ma chienne qui est à l'hôpital. Elle a été opérée. Elle va être en convalescence. Elle pourra plus chasser les souris. Alors, je lui ai acheté une belle grosse souris en plus. Je vais avoir un nouveau lit. Je vais la gâter, comme on dit. Je vais la pomponner, je vais la chouchouter dès cet après-midi. Bah ouais, aimez vos chiens, aimez vos... Voilà. Bah, c'est pas le mien, mais on s'aime beaucoup. Oui. Il est très présent, très très présent. Et Raphaël, toi, ton mot de la fin? Moi, je vais juste demander aux maîtres de chiens de respecter leur ressenti. Quand ils vont voir un professionnel du chien qui se sentent pas bien, que le chien se sent pas bien, qu'ils partent, quoi. Qu'ils partent. Faut se sentir bien déjà avec l'éducateur, que le chien s'y sente bien aussi, et à partir de là, ça va rouler. Mais si ça coince, s'il y a quelque chose qui reste en travers de la gorge, il ne faut pas rester. Alors moi, je vais prendre mon exemple personnel. J'ai mis du temps à m'en remettre, ça a été très difficile, mais j'ai rendu mon chiot à son éleveur et à sa mère et ses frères, parce que j'étais pas en capacité de lui apporter ce dont il avait besoin, et que si je l'avais gardé une semaine de plus, la séparation était intenable et l'imprégnation pour elle aurait été terrible. Et j'encourage les gens qui ne sont pas capables d'avoir un chien de ne pas en avoir. Voilà, c'est responsable quelque part. C'est dur, mais c'est pas un échec. L'échec, ça aurait été de rendre malheureux un chien ou de moi me rendre... Enfin, et n'ayez pas honte si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous, quoi. Voilà, il y a d'autres animaux de compagnie, il y a les chats, il y a d'autres choses. Puis parfois, on n'a pas la vie qui va avec, et on rend les animaux malheureux. Donc, ne vous engagez pas dans des voies malheureuses avec les animaux parce qu'ils sont vivants, ils sont sensibles, et puis derrière, vous avez beaucoup trop de travail à récupérer, à raccommoder tout ça.
Merci à tous d'avoir été là. Merci. Merci. Et puis, bonne continuation dans votre travail exemplaire. Et puis, vous avez carte blanche pour vous exprimer sur éthique quand vous le souhaitez. Et sur ce sujet, pour creuser et aller plus loin, peut-être une prochaine fois en profondeur. Voilà. Merci à tous. Et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonsoir tout le monde. Salut Jean, salut Raph, salut tout le monde. Salut Jérémy, bonsoir Raphaël. Au revoir Jean. Québec. Au revoir. Merci. Je me souviens. Tu te souviens de quoi? Les gens comprendront. Même les Québécois ne savent pas de quoi on se souvient. On doit se souvenir. C'est vrai? C'est la devise du Québec, je me souviens. Ouais, c'est ça. Ouais, mais de quoi, je sais pas. On est Alzheimer. Ah, on sait pas. Allez, au revoir. À bientôt. Bonsoir, je vous embrasse tous. Je vous laisse quitter le live ou appuyer sur le petit bouton rouge. Merci à tous d'avoir été présents ce soir. Le bien-être animal, c'est important pour toute la clique, vous le savez, et on est certain que c'est important pour vous. Donc, on continuera sur cette lignée à vous donner des informations. On vous a mis les liens de tous les intervenants. Et si vous avez envie de vous rapprocher d'eux directement, que vous avez des questions, sinon vous vous rapprochez de nous, on vous relaiera. Et à très vite sur Éthique. Toute la clique vous embrasse et vous salue bien. Plein de choses à venir encore et prenez bien soin de vous en ces temps difficiles. Ciao.